Bonjour et bienvenue dans Chine France le journal, votre journal d'information quotidienne sur la Chine et sur les relations franco-chinoises. Au sommaire, le président chinois Xi Jinping discute en direct avec les 3 astronautes stationnés dans le module central de la station spatiale chinoise. L'Institut de virologie de Wuhan, candidat au prix d'excellence scientifique et technologique de l'Académie chinoise des sciences. Bonne nouvelle pour Airbus qui lance avec son partenaire chinois Avic le projet d'équipement du fuselage de l'A320 en Chine. Au sommaire toujours, la Banque centrale chinoise émet des pièces de monnaie commémoratives pour le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Enfin, plus de 200 grands dauphins ont fait leur apparition à Shantou, dans la province du Guangdong. Reportage à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, le président chinois Xi Jinping a pu discuter mercredi matin, c'est-à-dire le 23 juin au matin, avec les 3 astronautes stationnés dans le module central Tianhe de la station spatiale chinoise. Les images que vous allez voir ont de quoi impressionner. Le président chinois Xi Jinping a tenu cette conversation dans le centre de contrôle aéronautique de Pékin avec Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo. Ces 3 astronautes ont été envoyés dans l'espace le 17 juin à bord du vaisseau spatial Shenzhou. C'est au nom du comité central du Parti communiste chinois, du Conseil des affaires d'État, de la Commission militaire centrale et des 56 groupes ethniques de la Chine que Xi Jinping a chaleureusement salué les 3 astronautes. Vous êtes les premiers astronautes qui séjournent dans le module central Tianhe et resteront dans l'espace pendant 3 mois, a déclaré Xi Jinping lors de l'appel vidéo. Nous nous soucions grandement de vous. En réponse aux questions de Xi Jinping sur leur santé, leurs conditions de vie et leur travail, Nie Haisheng, le commandant de l'équipage, a déclaré qu'ils étaient en bonne santé et que leur travail se déroulait comme prévu, avant d'ajouter « C'est ma 3e mission spatiale. Je travaille et je vis dans Tianhe et les conditions sont de mieux en mieux. Nous avons maintenant un foyer permanent en orbite et nous sommes fiers de notre grand parti et de notre grande patrie. » Liu Boming, quant à lui, a expliqué qu'il s'agissait de sa 2e mission spatiale et qu'il ressentait un grand honneur et une grande responsabilité. Plus tard, nous réaliserons une série d'expériences de vérification technologique, dont 2 activités extravéhiculaires et des opérations de bras robotisés. Nous mènerons les opérations avec soin pour garantir le succès de tous les tests, a-t-il ajouté. Tang Hongbo, le 3e astronaute pour qui il s'agit de la première mission spatiale, a expliqué qu'il s'était adapté à l'environnement en apesanteur. Il a déclaré « Je mange, je vis et je travaille bien, et je peux passer des appels vidéo avec ma famille. Notre maison dans l'espace est très confortable et agréable, et nous avons confiance dans la réalisation des tâches à venir. » Xi Jinping, qui s'est dit ravi d'apprendre que les astronautes étaient en bonne santé et que leur travail se déroulait sans problème, a conclu. La construction de la station spatiale est une étape importante pour l'industrie spatiale chinoise et apportera des contributions pionnières à l'utilisation pacifique de l'espace par l'humanité. Vous êtes les représentants de ceux qui luttent et gravissent les échelons de l'industrie spatiale chinoise dans la nouvelle ère. J'espère que vous travaillerez en étroite collaboration et achèverez les tâches à venir. Nous attendons votre retour triomphal à Pékin. L'Institut de virologie de Wuhan a été listé comme candidat au prix d'excellence scientifique et technologique de l'Académie chinoise des sciences de l'année 2021, et ce pour sa réussite dans l'identification de la pathogénie du Covid-19. Shi Zhengli et Yuan Zhiming, directeurs du laboratoire national de biosécurité de cet institut, ont été sélectionnés comme contributeurs exceptionnels parmi les candidats. L'Académie chinoise des sciences a publié vendredi la liste des candidats sur son site officiel. Le prix est principalement décerné à des personnes ou à des groupes de recherche qui ont réalisé ou démontré des réalisations importantes au cours des 5 dernières années. 10 personnes ou groupes de recherche sont en général récompensés. Selon l'Académie chinoise des sciences, Shi Zhengli fait partie des principaux contributeurs du groupe de recherche pour ses réalisations dans l'identification de l'agent pathogène du coronavirus et l'achèvement du séquençage du gène du coronavirus,
l'isolement du virus, la vérification des récepteurs, l'établissement de modèles de souris et d'autres études sur l'identification des agents pathogènes. Yuan Zhiming a lui été sélectionné comme l'un des contributeurs exceptionnels pour sa contribution à l'établissement d'un modèle d'infection des primates non humains par le coronavirus. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé lors d'une conférence de presse tenue jeudi dernier que les scientifiques travaillant à l'Institut de virologie de Wuhan devraient recevoir le prix Nobel de médecine plutôt que d'être blâmés pour avoir été les premiers à découvrir la séquence génétique du nouveau coronavirus. Ces propos ont été tenus après que Shi Zhengli a réfuté la thèse de la fuite de laboratoire qui aurait été à l'origine de la pandémie. Passons à présent aux échanges franco-chinois. Un projet d'équipement du fuselage de l'Airbus A320 a été lancé conjointement par Airbus et l'Aviation Industry Corporation of China, c'est-à-dire l'industrie de l'aviation chinoise. Cela s'est passé mardi 22 juin à Tianjin, dans le nord de la Chine. Regardez. Le projet constitue l'extension de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus en Chine, ce qui marque une nouvelle étape dans la coopération industrielle entre Airbus et la Chine. Selon Michel Tranwan, chef des opérations d'Airbus Chine, ce projet est un nouveau jalon dans la coopération Chine-Europe et un nouveau pas en avant dans la localisation et l'intégration verticale d'Airbus en Chine. Michel Tranwan a ajouté que le projet démontrait la capacité de production des acteurs chinois de l'aviation, ainsi que les engagements à long terme d'Airbus en Chine. Le projet d'équipement du fuselage de l'Airbus A320 a été entrepris par une filiale du groupe Industrie de l'aviation chinoise. Le fuselage achevé sera expédié à la chaîne d'assemblage finale de l'A320 en Asie, à Tianjin, pour l'assemblage complet de l'aviation. La première livraison devrait être achevée au 3e trimestre de cette année, atteignant une capacité mensuelle de production permettant d'équiper 6 fuselages d'ici à 2024. Ce n'est plus un secret pour personne. Après avoir longtemps été l'atelier du monde, la Chine a décidé de faire en sorte que son industrie monte en gamme. Résultat, 18 marques chinoises ont fait leur entrée dans le classement Kantar Bronze des marques les plus précieuses de l'année 2021, avec 100 marques du monde entier. Ce qui fait de la Chine le 2e pays le plus représenté après les États-Unis. Explication. Voici une nouvelle encourageante pour les entreprises chinoises et pour cause. Les marques de l'Empire du Milieu représentent aujourd'hui 14% du classement Kantar Bronze des marques les plus précieuses de l'année 2021, contre 11% auparavant. Par ailleurs, Tencent et Alibaba ont renforcé leur position dans le top 10 mondial. Tencent est également devenu membre des premières 5 marques du monde, avec une augmentation annuelle significative de sa valeur de 60%. Moutai est devenue la première marque d'alcool du monde et sa valeur est plus de 4 fois supérieure à celle de Budweiser, la 2e marque la mieux cotée de la catégorie vin et spiritueux. La technologie domine le haut de gamme du classement Kantar Bronze, avec 7 des 10 premières marques provenant du secteur de la technologie. La technologie a également permis à des marques non technologiques d'atteindre une croissance significative, par exemple Gucci, qui a exploité la puissance de TikTok pendant la pandémie. Do Junwang, présidente de Kantar Greater China et présidente mondiale de Kantar Bronze, a déclaré « Les marques chinoises ont connu une année exceptionnellement difficile en 2020, mais elles ont tout de même atteint une croissance robuste et deviennent une force de plus en plus importante sur la scène mondiale. D'une part, l'économie chinoise s'est stabilisée et est revenue à la croissance, apportant de l'optimisme aux consommateurs chinois. Les marques chinoises ont réussi à s'adapter pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et ont été récompensées par plus d'amour et une plus grande fidélité. D'autre part, après que la Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement, de plus en plus d'entreprises chinoises comprennent qu'elles doivent privilégier la qualité. Elles n'ont donc jamais cessé d'investir dans la création de marques, même dans les moments les plus sombres. Les classements annuels d'évaluation des marques mondiales et locales de Kantar combinent des données financières rigoureusement analysées
avec des recherches approfondies sur les actions de marque. Depuis 1998, Brands a partagé des informations sur la création de marques avec des chefs d'entreprise sur la base d'entretiens avec 4 millions de consommateurs pour 18 000 marques sur 51 marchés. Le saviez-vous, la Chine est l'un des pays où la désertification est la plus grave, car elle cause les dégâts les plus lourds du monde. C'est la raison pour laquelle le pays intensifie la lutte contre la désertification, comme le montre ce reportage. Le 17 juin 2021 s'est tenue la 27e journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, durant laquelle le responsable de l'Administration nationale des forêts et des prairies a annoncé que le travail de prévention et de désertification de la Chine repose actuellement sur des approches scientifiques. Il a ajouté que la Chine a réussi à inverser la tendance de l'expansion du désert. Les conditions écologiques globales des zones sablonneuses et karstiques se sont améliorées et la transition historique de l'avancée du désert et le recul des hommes à l'avancée de la verdure et le retrait du désert a été réalisée. La ville de Pékin est le meilleur exemple de cette réussite. Naguère menacée par la désertification, elle a réalisé une transition extraordinaire et combine aujourd'hui beauté écologique et prospérité industrielle. Dans les années 1950, le taux de couverture forestière à Pékin n'était que de 1,3% et la durée moyenne des tempêtes de sable qui frappaient la ville atteignait 26 jours par an, a expliqué Hu Chun, directeur du Bureau de prévention et de contrôle du désert du service municipal des parcs et des forêts. Dans les années 1980, les différents projets et travaux réalisés ont permis de considérablement reboiser la ville et de réduire les jours de tempête à 3 par an. Le responsable de l'Administration nationale des forêts et des prairies a estimé qu'au cours de la mise en place du 14e plan quinquennal, la prévention et le contrôle de la désertification impliqueront des exigences scientifiques tout au long du processus. Le compte à rebours est lancé dans une semaine, plus exactement le 1er juillet 2021. Le Parti communiste chinois, qui compte à présent plus de 90 millions de membres, fêtera ses 100 ans. Pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, la Banque centrale chinoise a émis des pièces de monnaie commémoratives. Le 21 juin, la Banque centrale chinoise a émis un ensemble de 9 pièces de monnaie commémoratives pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Les 9 pièces comprennent 3 pièces d'or, 5 pièces d'argent et une pièce en alliage de cuivre bicolore. Toutes ces pièces auront valeur légale dans la République populaire de Chine. Les pièces commémoratives en or et celles en argent sont fabriquées par Shenyang Mint Corporation, Shanghai Mint Corporation et Shenzhen Guobao Mint Corporation et sont généralement distribuées par China Gold Coin Incorporation. Pour plus de détails sur les canaux de vente, rendez-vous sur www.chngc.net/qd.html. Au chapitre diplomatique, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a présidé une réunion autour de l'initiative La ceinture et la route en Asie-Pacifique. Wang Yi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, a présidé mercredi 23 juin par liaison vidéo une réunion de haut niveau sur la coopération internationale dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route en Asie-Pacifique. D'après le porte-parole Zhao Lijian, la réunion de haut niveau s'est concentrée sur le renforcement de la coopération anti-épidémique et l'avancement de la reprise économique. Des ministres des Affaires étrangères ou de l'économie des pays concernés dans la région, ainsi que des représentants des Nations Unies et d'autres organisations internationales ont assisté à la réunion. L'un des buts de l'initiative La ceinture et la route est de persévérer dans l'ouverture et la coopération des pays participants et particulièrement des pays riverains de l'ancienne route de la soie. L'initiative a aussi pour but de faire jouer le rôle du marché en observant les règles internationales en vigueur. On vient d'apprendre que des grands dauphins ont fait leur apparition à Shantou, dans la province du Guangdong. Ils sont plus de 200. D'où viennent-ils? Explication. Selon une nouvelle publiée par le gouvernement de Shantou,
Plus de 200 grands dauphins de l'Indo-Pacifique se sont récemment regroupés pour la première fois pour jouer dans les eaux de Shantou dans la province du Guangdong. Des chercheurs comme le Dr Wu Fuxing du 3e Institut d'océanographie du ministère des Ressources naturelles et son assistant Jinan ont découvert ces grands dauphins spectaculaires lors de l'enquête sur la ligne d'échantillonnage océanique le 14 mai. Cette scène est très rare. La ville de Shantou est située sur les côtes de la mer de Chine méridionale, traversée par le tropique du Cancer. Elle est riche en ressources biologiques marines, abritant de nombreuses espèces rares et menacées. Shantou abrite la réserve naturelle nationale pour l'écologie marine des îles Nanpeng et la réserve naturelle provinciale des oiseaux migrateurs de Nanhao. C'est une zone clé de protection en matière de biodiversité marine de la Chine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour vous y abonner, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite, puis pensez à cliquer sur la clochette pour ne rien rater des nouvelles émissions. À bientôt sur Mantarin TV.